Alors qu'elle s'apprêtait à devenir mère, les femmes que nous recevons cet après-midi se sont retrouvées seules en pleine grossesse. J'avais cru déjà avoir rencontré le grand amour. Au bout de 3 mois de grossesse, m'a dit « Je crois que je t'aime plus ». Emma est déjà mère de 2 enfants lorsqu'elle rencontre un nouvel homme. Après une première fausse couche, Emma tombe enceinte, mais une nouvelle fois, le sort s'acharne contre elle. Je vais passer une échographie et là j'apprends qu'il y en a 2. Déjà il ne m'adresse pas la parole et il me dit « Je veux que tu avortes ». Pour moi ça me semblait impossible d'avorter. Émilie est encore étudiante lorsqu'elle découvre qu'elle attend un enfant. Si Émilie souhaite d'abord mettre un terme à cette grossesse, ses sentiments la poussent à garder le bébé, provoquant une crise au sein du couple. 15 jours après l'accouchement, il me téléphone en me disant j'en ai rien à faire qu'elle soit née, hein. Débrouille-toi bien dans ta vie de merde. Véronique tombe amoureuse d'un homme et veut un enfant. À 7 mois de grossesse, elle découvre sa véritable personnalité. Tout d'un coup, il m'envoie un SMS en me disant qu'on arrête là et plus une nouvelle. Et puis un soir, je prends ma voiture et je vais le trouver chez lui. Et là, je tombe sur une fille et je les vois main dans la main. Délaissée par son compagnon, Edwige élève seule ses jumelles et ne croit plus en l'amour. Mais grâce à Patrick, elle va reprendre confiance en elle. Pour moi, il allait me quitter. J'étais enceinte, donc il allait me quitter. Et ça se passe bien depuis bientôt 20 ans. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. La grossesse, c'est une aventure qui dure 9 mois, ponctuée de moments intenses. Nos invités s'étaient promis de la vivre avec bonheur, d'en savourer chaque moment. Mais la vie en a décidé autrement, car le père de leur enfant les a quittés alors qu'elles s'apprêtaient à devenir mères. Alors pourquoi se sont-elles retrouvées seules? Où trouver la force de donner la vie quand son amour est parti? Comment se reconstruire après ce traumatisme? Des questions essentielles que nous allons pouvoir poser à nos 4 invités. Merci d'être là, toutes les 4. Alors Emma, qui vous tenait la main le jour de votre accouchement? Ma maman. Voilà, je voulais quelqu'un, vu que mon compagnon ne voulait pas m'accompagner, je voulais quelqu'un qui m'aime à mes côtés. Et donc elle est venue avec moi et elle a coupé le cordon ombilical de mon fils. Edwige, qu'est-ce qu'on vous annonce à 3 mois de grossesse? Alors, mon mari, à l'époque, me dit « Je crois que je ne t'aime plus ». Ah bah c'est sympa. Oui, d'autant plus que j'attendais des jumeaux. Et que j'avais eu un traitement pour les avoir. Incroyable, vous allez nous raconter ça. Émilie, à quel moment le père de votre fille l'a-t-elle rencontré pour la première fois? Alors la première rencontre s'est faite le jour de ses 1 an. Je l'ai rencontré dans un supermarché. Et quand il l'a vu, il a réagi avec mépris. Il avait un caddie, il faisait ses courses. Il s'est agrippé à son caddie, il a tourné la tête en disant « Je ne veux pas la voir ». Et vous, Véronique, qu'est-ce que vous apprenez à 7 mois de grossesse? Eh bien, en fait, j'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Tout d'un coup, il m'envoie un SMS en disant que voilà, ça suffisait, qu'il fallait qu'il parte, qu'il en avait marre. Voilà. Et vous avez eu le fin mot de l'histoire, vous avez appris que... Voilà, qu'il était avec quelqu'un. Qu'il était avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pendant que vous étiez enceinte. C'est ça. Alors, je vous présente notre psychologue, Pascal, qui va réagir, bien sûr, à toutes vos histoires et qui va nous donner des conseils pour celles qui se trouveraient dans ce genre de situation et qui seraient bien démunies. Emma, on va commencer avec votre histoire. Donc vous, vous étiez donc séparée, Oui. Vous étiez déjà mère de 2 enfants. Tout à fait. Lorsque vous avez rencontré votre compagnon sur un site. Oui, sur un site de rencontre. Voilà, on a échangé quelques jours et puis on a décidé de se rencontrer. On a eu une relation pendant quelques mois. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Alors, je l'ai trouvé, bon, déjà sensible, mais il était très mystérieux, il n'était pas accessible. Alors, le classique voilà, fuis-moi, je te suis. Tout à fait, c'est ça. Fuis-moi, je te fuis. Tout à fait. Ah, c'est un grand classique. Voilà. Ça. Et puis vous êtes tombée amoureuse. Et en fait, je suis tombée amoureuse. Et oui. puis lui s'est attaché aussi. Lui aussi. Et on est partis en vacances au mois d'août. Ouais. En fait, à partir du mois de septembre, on s'est vus tous les jours. Il a rencontré mes enfants à partir de ce moment-là. Ça s'est bien passé. Très bien. Avec vos enfants. Ah oui, oui.
Oui, oui, vraiment très très bien. Voilà, puis un jour, vous lui racontez une anecdote concernant votre ex qui est sur le point de reconstruire sa vie. Tout à fait. Qu'ils allaient prendre une maison et qu'ils voulaient des enfants. Et il m'a dit, j'espère bien que nous aussi. Comment vous réagissez? Bien, parce que j'étais amoureuse. Moi, on était bien en même temps, donc j'étais très contente. 7 mois après, à peine après cette rencontre, vous vous sentez pas très bien? Un petit malaise? Non, voilà, un petit malaise en faisant mes courses. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis en plus, j'avais pas mes règles, donc je me dis quand même, c'est étonnant. Donc je décide d'aller à la pharmacie. J'achète 2 tests de grossesse au cas où. Pourquoi 2? Voilà. Confirmé ou être sûr? C'est ça, on sait jamais. Et effectivement, ils étaient positifs. Donc, ça a été très difficile. Très difficile? Oui, parce que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Ouais. Et Vous étiez surprise? Oui. Parce que vous aviez eu du mal à tomber enceinte pour vos voilà, deux premiers enfants? oui. C'était vraiment la grosse surprise. Et je me suis dit, mais mince, comment je vais pouvoir lui annoncer ça? On n'est pas ensemble depuis longtemps. Et comment vous lui avez annoncé alors? Au téléphone, tout simplement. Il était chez des amis. Comment il a réagi? Très bien. Très très bien. Donc c'était le grand bonheur. Il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Pleure pas, c'est bien. C'est pas un hasard, donc on va le garder. Donc vous commencez à vous projeter, à vous organiser. Voilà, lui il a son logement, moi j'ai le mien. Et donc du coup il commence à faire des travaux chez lui pour nous accueillir, moi et mes enfants chez lui. Donc vous allez emménager chez lui assez rapidement? Au mois de décembre. Alors, vous allez passer la première échographie. Oui, et là, on découvre que c'est un œuf clair. Donc là, c'est le drame. Le drame, oui. Il était tellement content, finalement, d'être papa, puisqu'il ne l'était pas. Et sa famille l'attendait depuis longtemps d'être grand-parent, que je pense qu'il avait fondé quand même beaucoup d'espérance. Oui, bien sûr. Il s'est mis à pleurer. Il a vraiment eu une réaction. Tout à fait. Oui, il s'est mis à pleurer, oui. Donc vous avez dû... j'ai fait un avortement médicamenteux qui a été très difficile. J'imagine. Et puis là, il vous a demandé de ne pas reprendre la pilule. On a discuté de la situation et il m'a dit, mais de toute manière, tu ne reprends pas la pilule, on fait un enfant. Voilà, et puis même, vous êtes allé avec ses parents, ils vous emmenaient dans une église, dans le Limousin. Tout à fait. Je suis allée voir un magnétiseur qui a fait des incantations. Alors après, on y croit pas. Et qui m'avait demandé d'aller tel jour dans une église. Quand on touche le verrou qui est dans cette église, les femmes tombent enceintes. Voilà. Et donc, on y était allés en famille. Et puis, comme vous avez eu du mal à avoir vos 2 premiers enfants, vous allez voir un gynécologue, vous prenez des compléments hormonaux. Voilà, disons qu'on prend rendez-vous en PMA, puisque c'est le gynécologue qui m'avait suivie pour mes 2 premiers. Et pour lui, la grossesse que j'avais eue était une grossesse miracle. C'était normalement pas possible que je puisse tomber enceinte naturellement. Donc on prend rendez-vous pour le mois de mars. Voilà, et puis vous êtes invité à dîner chez des amis. Voilà, une de mes amies nous annonce qu'elle est enceinte. Et là, ça a été le drame. Moi, je pensais que je l'avais bien vécu, cette fausse couche, puisque j'avais déjà 2 enfants. Et que lui, l'avait moins bien vécu que moi. Et en fait, c'était l'inverse, parce que je me suis effondrée. Je suis sortie en pleurant, vraiment très mal. On sous-estime souvent la portée de ces fausses couches qui sont dramatiques toujours à vivre. Tout à fait. Donc vous étiez en train de faire une sorte de dépression. Oui, et là, il vous dit quoi là, il me dit, écoute, je vois que t'es pas bien et je pense qu'on devrait attendre. On devrait attendre pour faire un enfant. La situation dans laquelle on est n'est pas favorable à l'arrivée d'un enfant. Sauf qu'il y a un rendez-vous qui est fixé. Sauf que je le prends très mal. Je pense que c'est aussi dû par rapport à la fausse couche, la dépression et tout ça. Et je dis certainement des mots que je n'aurais pas dû dire, parce que je m'emporte en lui disant que voilà, j'ai 35 ans, j'ai eu des problèmes pour avoir mes 2 premiers. Donc si je veux pouvoir lui donner un enfant, il faut qu'on fasse le traitement tout de suite et que moi, je ne peux pas arrêter la pilule pendant 1 mois, la reprendre pendant 2 mois, l'arrêter encore un 3e mois. Enfin, je veux dire, c'était pas possible, quoi.
Donc voilà. Alors, vous lui proposez même de la reprendre? Oui, voilà, par message. Donc je lui ai dit, écoute, dans ces cas-là, je vais reprendre la pilule puisque tu n'es pas d'accord. Et là, il m'a dit, écoute, on en reparlera. Donc moi, dans ma tête, c'était, on en reparlera. Donc je reprends pas la pilule. Enfin. Et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous apprenez le jour de la Saint-Valentin? Et je suis enceinte. Voilà, donc vous nous direz comment il a réagi. J'imagine que pour vous, c'était une jolie nouvelle. Oui. Edwige, comment vous avez rencontré celui dont vous allez nous parler? Alors, comment je l'ai rencontré? J'étais à la fac. Il vous plaisait? Absolument pas. C'est un bon début, le prince déjà. charmant que j'imaginais. C'est-à-dire? Il était petit, pas très beau. Enfin bon, non, honnêtement, c'était pas le prince charmant. Et puis, c'est vrai qu'à cette époque, dans ma tête, j'avais cru déjà avoir rencontré le grand amour. Et pour moi, il n'arrivait pas 2 fois. Donc, voilà, je me suis attachée à lui parce qu'il était gentil, parce qu'il était drôle, et qu'il était très famille, etc., etc. Et puis, quand même, petit à petit... petit à petit, voilà. Vous êtes tombée amoureuse. Voilà, petit à petit, je suis tombée amoureuse. Mais c'est vrai qu'au départ, lui était très amoureux et moi, un peu moins, on va dire. Bon, il se trouve que vous aviez envie d'avoir des enfants depuis longtemps. Depuis l'âge de 13-14 ans. Je vous dirais même que je rêvais d'être grand-mère avant d'être mère. Donc, ça, c'est pas banal, ça. C'est comme ça. Mais c'est vrai que oui, j'en parlais. De toute façon, c'était connu dans la famille. Et puis, j'en parlais tout le temps. Pour moi, c'était... le but de la vie, c'était d'avoir des enfants. Ouais. Voilà. Et donc, lui était au courant. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très, très discret, très discret, qui exprime pas vraiment ses sentiments, en fait. Sauf qu'un jour, il revient du travail, il se retrouve à côté d'une femme enceinte. Voilà. Et puis, il me dit, oui, je suis tombée donc j'étais dans le train, il revenait de Paris, sur Avignon, et il me dit, j'étais à côté d'une femme enceinte, et c'est vrai que ça serait bien qu'un jour, on ait des enfants. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on se marie. Donc, ça a été, en gros, sa demande en mariage. Bon, donc, vous êtes mariés? On s'est mariés. Moi, un petit peu comme Emma, beaucoup de problèmes pour avoir des enfants. Donc, je vais voir un spécialiste de la stérilité. Donc, stimulation ovarienne, etc. Et puis piqûre, qu'il faut faire à domicile. Alors, lui, c'est vrai qu'il dit pas trop ce qu'il pense. Mais par contre, il me fait des piqûres. Donc, il est quand même investi dans l'histoire. Ouais. Et miracle, je dis miracle, ça marche du premier coup. Bon, donc vous êtes super contente. Alors, moi, je suis ravie. Et lui, comment il réagit? Il réagit pas. Voilà. D'accord. Alors, je vais chez le gynéco. Première échographie. Je suis toute seule. Lui, il travaille. Et là, il me dit, c'est des jumeaux. Comment vous réagissez? Même au départ, il y en a 2 et peut-être 3. Waouh. Moi, je suis ravie. Et alors, donc, comment vous lui annoncez? Je lui annonce quand il revient du travail. Et comment il réagit? Non, il réagit pas plus que ça. Voilà, il est content parce que je suis contente, mais bon, pas plus. Réaction de Pascal? Peut-être qu'elle, elle était... Edwige était tellement investie dans ce projet que ça occupait beaucoup de place et peut-être que lui n'avait pas la place de s'investir. Sans doute. Tout à fait. Il n'a pas poussé non plus. Et il n'a pas poussé, il n'a pas retenu. Voilà, c'est ça. Il vous a laissé la place que vous, naturellement, par instinct et par élan, vous occupiez. Ça, et lui, du coup, il s'est mis en retrait par rapport à ce projet. Oui, il s'est mis en retrait. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas content, mais voilà. Émilie, vous rencontrez votre amoureux très jeune. Vous avez un coup de foudre à 17 ans? C'est ça, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré le futur père de ma fille. Je l'ai rencontré donc lors d'une soirée d'anniversaire. En fait, j'avais déjà quelqu'un avec qui j'étais depuis quelques années. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai chaud, je me sens intimidée par ce garçon. Je vais dans les toilettes en me disant « mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible ». Vous avez un coup de foudre. Voilà, donc vous tombez amoureux. Voilà, c'est les garçons que tout le monde convoite, donc vous êtes un peu jalouse. Tout à fait. C'était un peu comme une histoire passionnelle. Oui, complètement. Assez tumultueuse, un peu rocambolesque,
comme histoire. Ça a duré comme ça pendant quelques années. On s'est séparés, on s'est retrouvés un peu comme, je disais, la chanson de Jeanne Moreau, le tourbillon de la vie. C'est exactement ça. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. Et un soir, vous regardez un film. Alors un soir, il débarque chez moi à l'improviste. Ce soir-là, on n'avait pas prévu de se voir. Et là, il n'y avait rien à la télé. Et on tombe sur un vieux film qui s'appelle « Allô, maman, ici bébé ». Et puis, on va se coucher. Et voilà, ce soir-là, nous avons fait l'amour sans penser du tout à ce film. Et quelques temps après, donc j'ai un retard dans mes règles. Donc, je m'inquiète. Je vais faire un test de grossesse dans un centre de PMI. Et là, donc c'était une première pour moi de tomber enceinte. Vous étiez encore étudiante? Je passais un BTS donc c'était pas en un an au lieu de 2. Pas du tout prévu de tomber enceinte à ce moment-là? C'était pas du tout prévu. Là, je m'effondre sur place. J'étais en larmes dans le bureau de cette dame qui m'a fait passer le test. Je sors de là, je l'appelle, il ne me répond pas, donc je lui laisse un message en lui disant « Est-ce que tu peux me rappeler? Il faut qu'on se parle. » Il me rappelle tout de suite en me disant « Écoute, rentre chez toi, j'arrive tout de suite, j'arrive. » Donc là, je lui annonce la nouvelle, que je suis enceinte, effondrée. Je pleurais vraiment toutes les larmes de mon corps. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et on se regarde tous les deux et je lui dis « Écoute, je me sens pas maintenant, c'est pas possible. Et lui, il me dit, écoute, moi, c'est pareil, je me sens pas prêt, pas pour l'instant. Donc là, on décide, en fait, ensemble, de prendre rendez-vous déjà, dans un premier temps, avec un gynécologue pour savoir de combien de temps, de quand je suis enceinte. Donc là, on se met d'accord avec le gynécologue pour partir sur un avortement par aspiration. Donc on programme une date, c'était le 13 décembre. Et là, les semaines passent et je commence à me poser beaucoup de questions. Il avait quelle attitude, lui, envers vous? Il était attentionné? Alors oui, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il avait un petit comportement, voilà, il était un peu aux petits soins avec moi, il m'emmenait le matin à l'école de commerce, il passait me récupérer, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'était du style, ça se voyait même pas, physiquement ça ne se voyait pas, mais il soulevait mon petit t-shirt en me faisant des caresses sur le ventre et des petits bisous, alors que... Donc ça vous perturbe, voilà. Et vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez décidé. Complètement. On va passer à l'histoire de Véronique. Alors, nous, on s'est rencontrés comme ça, sur son lieu de travail, en fait, puisqu'il faisait des déplacements réguliers pour son travail. Et donc, pendant 2 mois, il était en déplacement là où j'habite. Et puis, un jour, c'est une période où j'avais décidé de refaire ma vie, en fait, de changer un petit peu ma vie. Et puis, on s'est rencontrés à la piscine, comme ça. Voilà. C'était frais, c'était sympa. Donc vous le rappelez, voilà. Vous voyez, vous on se voit, on allait au resto, on sortait, enfin voilà. Enfin, il vous présente à ses proches, vous entrez dans sa vie? Donc après, oui, on a une relation. Alors lui, il habitait loin, donc on se voyait en fait le week-end soit chez moi, soit chez lui. On avait notre cercle d'amis. Il me présente à son frère, ses frères. Puis vous alliez le rejoindre quand il était en déplacement. Voilà, tout à fait. Et puis un soir, il vous dit quoi? Et puis un soir, il me dit moi je sais ce que je veux maintenant. Je veux fonder une famille avec toi. T'es la femme de ma vie. Et il me dit on arrête toutes les contraceptions. Enfin voilà, une petite anecdote. Et donc, il balance la boîte de préservatifs par la fenêtre. Et je lui dis, moi, mais attends, ça fait quand même quelques mois qu'on est ensemble. Je dis, on a le temps. Bon, il a réussi à me convaincre, en fait, en me disant que lui, il était prêt, qu'il fallait s'engager, se marier, avoir des enfants, fonder une famille. Et puis... Vous êtes tombée enceinte assez rapidement. Voilà, ouais. Donc, on est partis ensemble en vacances au ski. Et puis, final, voilà, je crois 2 semaines ou 3 semaines après, effectivement, je commençais en fait, je mangeais beaucoup. Je faisais que de manger. Je me levais la nuit pour manger. J'étais fatiguée. Donc, vu que je suis infirmière, donc j'ai fait une prise de sang à mon travail. Et puis, final, donc là, j'apprends effectivement que je suis enceinte. Donc, vous êtes heureuse?
Voilà, je suis heureuse, Lui mais en aussi. même temps, je m'attendais pas à ce que ça soit si rapide. Ouais. Alors, je l'appelle, et en fait, il m'a dit, mais est-ce que tu es bien sûre? Alors, sur le coup, en fait, j'avais pas l'impression qu'on avait la même joie. Il y a quand même un truc qui vous a alerté, c'est la veille au soir, vous avez cherché à le joindre. Voilà, j'avais cherché à le joindre chez lui, et puis en fait, il m'avait dit qu'il était chez lui, j'arrivais pas à le joindre sur son fixe. Donc le lendemain matin, c'est vrai qu'on s'était un petit peu frictionné parce que, à cause de ça, voilà, un petit peu mystérieux, un petit peu secret. Alors, vous nous raconterez comment s'est passée la suite. On va revenir à l'histoire d'Emma. Donc, vous tombez enceinte le jour de la Saint-Valentin. C'est ça. Grand bonheur pour vous. Et lui, comment réagit-il? Alors, mal. Mal? Ah oui, oui, très mal. C'est-à-dire? Déjà, il ne m'adresse pas la parole. Il fait comme si de rien n'était. Et après, il revient et me dit, de toute manière, tu m'as trahi. Voilà, tu as ce que tu as voulu, c'est de la trahison. Et moi, j'en comment voulais vous pas. réagissez, vous, alors qu'il était d'accord pour avoir un enfant? Oui, il était d'accord, mais à cette période-là, en fait, finalement, il le voulait plus. Enfin, il m'avait dit dans la voiture, on attend pour faire un enfant. Et je pense que lui, dans sa tête, quand je lui ai dit, je reprends la pilule, je pense que peut-être qu'il a compris que je reprenais la pilule alors que ce n'était pas du tout le cas et que je lui avais dit quelques jours auparavant, tu sais, c'est la période où je risque de tomber enceinte, donc si tu veux qu'on attende, autant qu'on se protège. Et il n'avait pas relevé. Donc pour moi, je ne lui avais pas fait de bébé dans le dos, je ne l'avais pas trahi, moi, c'était pas une trahison. Puis je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois enceinte. Et puis vous partez en week-end? Oui, ce week-end-là, en plus, on devait partir avec des amis au ski. Et pendant le trajet, qui a duré 3h30, ça a été... j'ai pleuré pendant tout le trajet. Je lui disais, mais comment on va faire? Il me disait, mais je ne sais pas si je dois être content ou si je dois être malheureux. Je ne sais pas comment me positionner. C'est pas le moment pour avoir un enfant. Notre couple n'est pas assez stable. Et moi, je lui ai dit, de toute façon, que tu veuilles ou non, moi, j'avorterai pas parce que pour moi, c'était un bébé qui était voulu. Donc, vous allez passer une échographie? Oui, je vais passer une échographie. Et là, j'apprends qu'il y en a 2. Oui. Voilà, donc déjà qu'il n'était pas très motivé pour en avoir un. Alors je me dis, mon Dieu, quand je vais dire qu'il y en a 2, ça va être terrible. Je l'appelle tout de suite et je lui dis, bon, c'est des jumeaux. Et en fait, sa réaction, il rigole au téléphone. Comme si c'était... Je crois vraiment qu'il était content, peut-être. Donc ça vous soulage? Voilà. Oui, je suis soulagée, je rentre à la maison, je suis contente. Et en plus, il parle. La suite de la grossesse se passe bien? La suite de la grossesse, non, on se passe pas bien. Déjà, en fait, il change d'humeur tout le temps. Pendant une semaine, en fait, il est plus ou moins d'accord avec mon choix. Et puis d'autres semaines où non, il me dit non, c'est pas la peine. Il faut que tu avortes. Donc ça doit être terrible pour vous d'être confronté à ces sautes d'humeur. Oui, ça a été très difficile. Et puis, vous avez des saignements, donc vous allez à nouveau consulter. Oui, j'ai des saignements, donc je vais à nouveau à l'hôpital. Et là, on me dit que j'en ai perdu un des 2. Voilà, donc je lui annonce aussi. Et il comprend, en fait, que je sois pas bien. Lui, il est pas bien non plus. Et puis, le lendemain, c'est reparti. De toute manière, il faut que tu avortes. C'était incohérent. J'arrivais plus à suivre, en fait, l'histoire. Et puis, il finit par vous poser un ultimatum? Oui, en fait, il m'a dit, c'est fini, nous deux, je ne veux plus vivre avec toi, je ne suis plus heureux. Donc, soit tu pars chez ta maman avec les enfants, soit tu me recontacteras que quand tu auras pris la décision de savoir si oui ou non... tu veux garder cet enfant. Donc je pars chez ma mère et là, il me dit, de toute manière, tu as fait un choix, tu n'écoutes pas mon choix, tu as décidé de garder cet enfant, point. Et moi, je voulais lui montrer que ce n'était pas pour lui faire du mal que je voulais garder cet enfant, mais c'était parce que c'était impossible, pour moi, ça me semblait impossible d'avorter. Donc je lui ai dit, on prend rendez-vous à la HME, on va voir quelqu'un pour l'avortement. Voilà. Donc on y est allés tous les deux, elle a fait l'échographie, il a vu,
pour la première fois le bébé. J'étais enceinte de 2 mois et demi, donc qui avait des jambes, hein, des bras, enfin vraiment pratiquement un fœtus. Hein. Il s'est mis à pleurer. Mais il m'a dit, je lui ai dit, mais ça, tu vois, ça te fait quelque chose? Oui, mais ma décision restera la même. Je veux que tu avortes. Et vous? Ben, moi, la sage-femme m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai dit, ben, je suis là pour lui. Mais vous venez avorter pour qui? Ben, je dis, si j'avorte, ce sera pour lui. Ben, elle me dit, ben non, madame, je suis désolée, mais si on avorte, c'est pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc elle me dit, je vous fixe le rendez-vous la semaine prochaine, parce que j'étais quand même avancée dans la grossesse. Et elle me dit, mais je suis quasiment persuadée que vous ne reviendrez pas. Et alors? J'y suis pas retournée. Pour moi, c'était dans ce bureau, c'était en quelque sorte une condamnation à mort, en fait. Je pouvais pas faire ça à ce bébé que j'aimais déjà, et en plus j'aimais cet homme, donc pour moi c'était doublement difficile. Et donc vous lui avez fait part de votre décision? Je lui ai fait part de ma décision quelques jours après. Il a dit bon, mais bien, d'accord. Et vous êtes repartie chez votre mère? Je suis repartie chez ma maman. Réaction d'Edwige, émue? Moi, je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas voulu avorter. J'aurais fait la même chose. Mais bon, avec les complications que j'ai eues pour avoir des enfants, je comprends qu'on puisse ne pas vouloir avorter. Donc, tout à l'heure, nous en étions à vos jumeaux. Voilà. Vous avez des jumeaux. Lui ne réagit pas trop. Et puis, est-ce qu'il s'investit un peu plus dans votre grossesse? Honnêtement, non. Est-ce que vous vous en inquiétez quand même? Vous posez des questions à votre gynécologue? Effectivement, voilà. Alors, je demande à mon gynécologue parce que bon, c'est vrai que je lui demande. En fait, ce que je lui demande, c'est au bout de 3 mois de grossesse, quand il m'a dit, je crois que je t'aime plus. Alors là, avec par quoi on était passé pour que j'arrive à tomber enceinte, etc. J'ai dit, c'est pas possible, faut pas me dire ça, quoi. Et ce qu'il faut, là où j'étais en fait très très malheureuse, c'est que je suis moi-même enfant de divorcée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et je voulais surtout pas reproduire le schéma. Enfin, moi, je voulais un père qui soit un père pour mes enfants, ne pas faire des enfants de divorcés, c'était pas possible. Donc j'en parle à mon gynéco à ce moment-là, effectivement, et puis lui me dit, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui, pendant la grossesse, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment prendre leur place, ne vous inquiétez pas, après la naissance, tout rentrera dans l'ordre. Très bien, parfait. Donc vous n'êtes pas inquiétée plus? Je me suis pas inquiétée plus que ça. Très bien. Émilie, vous, donc, vous êtes décidée quand même à vous séparer de cet enfant parce que c'est pas le moment, vous avez un BTS à passer, mais vous vous réfléchissez et votre compagnon fait preuve d'attention à votre égard. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, il était attentionné. Mais il restait en fait, il restait sur ses positions lui aussi en disant il faut que tu avortes. Donc nous avons pris rendez-vous avec l'anesthésiste puisque c'était en ambulatoire. Et là, l'anesthésiste, je pense qu'il a senti que j'étais fragile. Et l'anesthésiste me dit Madame, vous savez, je suis anesthésiste, c'est mon métier, je fais ça, j'endors les gens. On est en France, je le fais, mais si j'étais à l'étranger, je ne le ferais pas. Et il m'a dit, il faut que vous sachiez que cet acte, l'avortement, ce n'est pas un acte anodin. Vous pouvez, par la suite, tomber dans la dépression. C'est possible, faire une dépression suite à ça. Donc, il faut vraiment que vous soyez consciente de ce que ça engendre un avortement. Lui, donc, il était dans tous ces états à ce moment-là, en lui disant mais qu'est-ce qui vous prend de lui dire des choses pareilles? Vous allez la faire changer d'avis, mais vous vous rendez pas compte. Et il lui a répondu non, monsieur, je veux juste qu'elle soit face à la réalité de la chose. Et là, il m'explique que je peux en fait changer d'avis à tout moment. Donc, nous sortons de là-bas. Je suis encore plus perturbée psychologiquement parce que je me posais déjà à ce moment-là beaucoup de questions. Je me disais voilà, ce garçon, ça fait des années que je le connais, c'est pas un inconnu. Qu'est-ce qui fait que je ne pourrais pas garder cet enfant? Alors effectivement, c'était pas prévu, c'était pas le moment, mais qu'est-ce qui fait que je ne pourrais pas le garder? J'ai un appartement, j'avais un travail, même si j'étais en break professionnellement, mais j'avais quand même le maintien du salaire tous les mois. Et là, je me suis dit, voilà, j'habite pas chez mes parents, j'ai 25 ans.
Et puis voilà, ce garçon, c'était pas un inconnu. Et j'ai fait la démarche toute seule d'aller dans des centres médico-psychologiques parce que j'avais besoin de parler, en fait. Je cherchais des réponses que je ne voyais pas. Et j'avais besoin d'une réponse. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et la réponse qu'on m'a apportée, c'était la réponse, vous l'avez, mais vous ne voulez pas la boire. Et puis, on arrive à cette fameuse date, le 13 décembre. Ce soir-là, donc, je décide de rester seule chez moi. J'avais besoin de rester seule. Il a insisté pour être auprès de moi. J'ai dit non, j'ai besoin d'être seule. Et puis, je n'arrivais pas à dormir du tout. Et là, à 3 heures du matin, déclic. Je téléphone à l'hôpital Lanval et je dis non, j'annule, je ne viendrai pas. Et à ce moment-là, donc, je lui téléphone. Il ne dormait pas, on s'échangeait des messages tout au long de la soirée. Et je lui dis, écoute, je suis désolée, mais je ne peux pas aller avorter. Je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, quitte à passer sur le billard, je préfère y passer pour y donner la vie, mais pas pour y donner la mort. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Comment réagit-il ? Voilà. Alors là, il a réagi comme un fou. Il a commencé à me dire, tu me fais un enfant dans le dos. Tu es complètement folle, tu es inconsciente. Donc, s'en est suivi des insultes. Et là, ça a été terminé. Voilà. Vous prenez votre décision, vous vous concentrez sur votre grossesse, voilà. Vous essayez de tout faire pour aller le mieux possible. Complètement. C'est-à-dire plein de... J'ai eu le soutien de ma famille. Ma famille, dès le départ, m'a dit, peu importe la décision que tu prendras, on est avec toi. Donc, je me suis consacrée à ma grossesse pleinement. J'ai fait tout ce qui était possible de faire, l'aquagym pour femmes enceintes, la sophrologie. J'avais besoin d'être entourée parce que j'étais seule. Et puis, j'ai rencontré des femmes formidables qui fréquentaient les mêmes cours que moi. Donc, on s'est petit à petit liés d'amitié. Et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ces femmes-là. Ce qui m'a un peu perturbée, c'était parfois les gens dans la rue, les personnes âgées qui vous disent « Alors, vous êtes enceinte, le papa doit être content ». Voilà, ça, c'était assez délicat. Ça faisait écho aussi à votre histoire personnelle, un schéma que vous n'aviez pas forcément envie de reproduire. C'est ça. C'est que moi, ma maman a divorcé de mon papa, j'avais 3 ans. Et à ce moment-là, quand elle a divorcé de mon père a renoncé en fait, à ses enfants. J'ai 2 frères qui sont un peu plus jeunes. Il nous a complètement abandonnés. Et... je m'étais toujours dit que je ne reproduirais jamais ce schéma-là de ma mère qui s'est retrouvée seule, même si pour elle, c'était pas voulu. Mais elle a demandé le divorce, il n'a pas accepté, donc par vengeance, je renonce à voir mes enfants. Je m'étais toujours dit, voilà, pour moi, je ne referai jamais le même schéma. Et finalement, quelque part, nos histoires se rejoignent. D'élever des enfants seuls, de se retrouver seuls. Alors, vous nous direz comment vous avez... terminer cette grossesse. Véronique, donc vous apprenez à votre amoureux que vous êtes enceinte. Voilà, comment ça se passe, la grossesse ? Bien. Il vous accompagne aux échographies, il est présent ? C'était compliqué, la première échographie, non, il était en déplacement. Puis moi, ça me dérangeait pas, en fait, qu'il soit pas là. Et puis, donc, il faut que je fasse une amniosynthèse. Par contre, là, il est présent. Il pose un RTT et il décide de venir. Voilà, ça se passait bien. On apprend à nos familles, en fait, respectives. On fait un repas tous ensemble avec mes oncles et mes tantes. Il avait l'air content. Voilà. Mais malgré tout, je me rappelle une fois où on s'était un petit peu engueulés et où il m'avait dit « Mais si t'es pas contente, t'as qu'à avorter. » Et là, le choc, parce que c'était vraiment pas quelque chose que... Enfin, j'attendais vraiment pas une telle parole, quoi. C'était vraiment... Donc, on en reparle à froid et il me dit « Non, mais tu dis n'importe quoi, c'est des paroles qui ont dépassé ma pensée. C'était vraiment pour te faire réagir. » Bon, puis c'est passé. Et puis quand même, il commence à passer son permis de moto. Il s'inscrit au permis de moto. Je me dis, bon,
ça va pas trop dans le même sens. Il fait de plus en plus de choses dans son coin, un petit peu voilà, de liberté. Alors que moi, j'étais très indépendante, très... tout d'un coup, j'ai besoin qu'il soit là. Voilà. Alors, vous voyez acheter des affaires pour l'enfant, ameubler sa chambre. Vous faites tout toute seule, quoi. Voilà. Et puis, par contre, on n'était pas encore au clair sur notre lieu de vie commun. Il y avait son premier fils qui habitait à 600 km. Donc voilà, on était en pourparlers, à savoir si on habiterait dans ma ville ou dans la sienne. Voilà, mais avec de temps en temps des petites réflexions. En fait, on se disputait et tout d'un coup, il m'envoie un SMS en me disant c'est bon, stop, j'en ai marre, ça suffit. Notre vie n'est pas assez paisible, pas assez sereine. Donc on arrête là et plus une nouvelle. Mais je lui envoyais des SMS, on s'appelait, enfin j'appelais, mais il ne me répondait plus. Et donc là, vous étiez enceinte de combien? 6 mois. Donc qu'est-ce que vous décidez? Donc le mois d'après, je me dis quand même... Enfin, j'essayais d'avoir des nouvelles par sa famille, par... voilà, absolument, d'écrire. Puis un jour, je me dis, bon allez, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir sur place. Donc, le gynécologue m'avait dit qu'il ne fallait pas que je prenne de risques, surtout pas faire trop de voitures. Et puis un soir, je prends ma voiture et j'y vais. Donc, à peu près 700 km en voiture. J'étais à 8 mois. Donc, j'arrive là-bas. Effectivement, je lui envoie un message en lui disant, je suis là. Il me répond et il me dit, je ne suis pas là, rentre chez toi. J'ai rien à te dire. Je lui dis non, mais j'ai fait tout ce trajet, je suis venue te parler, on va se parler au moins, et puis on va voir comment on envisage les choses. Enfin, et puis, au final, il me dit non, de toute façon, je pense rentrer tard. Et je dis, c'est pas grave, je vais t'attendre dans la cour. Vous êtes quand même super cool parce que vous racontez ça super tranquillement. Et je vous imagine fatiguée, un ventre comme ça. Vous venez de vous taper 800 km. Ouais. Oui, mais j'étais sereine parce qu'il fallait que... Je me suis dit, de toute façon, là, je vais avoir la réponse. Je sais pas ce qu'en pense Pascal, mais... Ça sent le roussi. C'est ça que j'en pense, cette situation. Ah bah ça, j'imagine. Je sais pas quelle a été l'issue de cette soirée. En fait, les choses de la vie comme ça, je mangeais mon sandwich, donc en attendant, j'avais même amené ma petite couverture, ma petite couette. Je m'étais voilà. La voiture, son petit sandwich, sa petite couverture. Petit matériel de survie. Je mangeais mon sandwich tranquillement, je jette mon papier dans la poubelle, et là, dans la poubelle extérieure, et là, je vois sa liste de courses avec un numéro de téléphone. Et je sais pas, l'intuition féminine, quelque chose qui nous pousse, et je me dis, allons jusqu'au bout, j'appelle ce numéro, et je dis, voilà, est-ce que je peux parler à... Je tombe sur une fille, donc. Est-ce que je peux parler à mon compagnon, Et puis, grand silence, elle me dit, je te le passe. Et donc, là, il me dit, non, mais tu peux rentrer. Alors, je lui dis, écoute, quand même. Il me dit, non, mais je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Il raccroche. Donc, moi, têtue, déterminée à avoir la réponse, j'appelle mes copines et je leur dis, faites-moi l'itinéraire sur ma pie et je vais y aller. Donc, c'était à 2 km. J'y vais. Donc, elle me faisait l'itinéraire en même temps avec le haut-parleur. Et donc, j'y vais. Donc, bien sûr, en bas, à l'immeuble, il y avait un code. Donc, j'attends que quelqu'un rentre. Je rentre avec la personne qui rentre. Vous avez beaucoup de séries. Séries policières. Donc, vous vous infiltrez dans l'immeuble. Et puis, c'est ça. Cagoulé. Je sonne, je frappe à la porte. Il n'y avait personne. Je me dis, bon, je vais attendre qu'il rentre. Donc, je me suis posée dans les escaliers. J'ai attendu. Et... effectivement, vers 23h, j'entends des rires et tout. La lumière s'allume dans les escaliers et je les vois l'un avec l'autre, main dans la main. Voilà. Donc, j'avais le fin mot de l'histoire, quoi. Il a souri. Voilà. Et elle a réagi comment, vous voyant? Elle était très en colère. Elle me dit non, mais moi j'étais au courant, je savais de toute façon, mais il a décidé comme ça, donc tu feras pas partie de sa vie.
Et ton enfant encore moins. Je lui dis, maintenant que je suis là, maintenant tu vas prendre 5 minutes pour me parler, vraiment. Je comprends pas ces femmes qui cautionnent ce genre de choses. Moi, c'est pas possible. De demander d'abandonner son enfant, moi, je sais pas. Moi, je dirais plutôt assume ton enfant. Enfin, je sais pas. Oui, ça déjà. Et puis en plus, je veux dire, une femme qui va prendre plus ou moins volontairement l'homme d'une femme qui est enceinte, moi je dis, elle ne se programme pas un bel avenir. Moi, ce que je voulais, c'est avoir des réponses claires, précises et savoir vous ce les que... avez au moins. Voilà. Oui. Donc, elle me dit, je te laisse 5 minutes, mais après, il remonte. Ok, chef. Donc, on est descendu, on a parlé, et puis là, bizarrement, ce que je faisais jamais avant, je lui dis, donne-moi une cigarette, là, parce que... Et il me dit, non, mais je te rappelle que t'es enceinte, quand même. Je dis, ah, tu t'en rappelles? Pour moi. Et je lui dis, mais donne-moi des réponses. Comment ça se fait, là? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, non, j'ai aucune réponse. En fait, je sais pas. C'était compliqué. Il m'a dit que c'était compliqué par rapport à son ancienne vie, son enfant ici, plein de petites choses qui faisaient que pour lui, c'était trop compliqué. Donc là, vous comprenez que c'est pas une passade, que c'est une qui a vraiment fait un choix. Voilà. Et donc, puis tout d'un coup, elle redescend, le chercher, donc il remonte. Voilà. Et il me dit, et là, je reprends ma voiture et je m'en vais. Je refais les 800 km dans l'autre sens en pleurant. Voilà, je me trompe de sortie d'autoroute en arrivant vers chez moi. Je me fais arrêter par les gendarmes qui ont cru que j'avais bu, tellement j'avais les yeux comme ça. Et puis voilà, la vie... Une explication de Pascal, peut-être, sur les conséquences psychologiques pour ces futures mamans, là, de vivre ce genre de déconvenus, c'est terrible. Ah oui, c'est-à-dire que la particularité aussi, c'est la multiplicité des émotions qu'elles peuvent ressentir, parce que ça va dans différentes directions. Il y a les émotions par rapport à soi, par rapport à l'enfant et par rapport au compagnon qui est parti. Et ce sont des choses très différentes. Par rapport au compagnon, par exemple, elles peuvent être encore amoureuses et en même temps très en colère. Donc c'est en même temps ambigu, ambivalent comme ressenti. Il y a ce qui est ressenti à l'égard de l'enfant. Elles peuvent même se sentir coupables, par exemple, de ne pas avoir su donner le bon père à cet enfant ou de ne pas avoir su garder cet homme. En même temps, elles sont en colère contre lui, elles sont en colère donc contre elles-mêmes, elles se sentent coupables en tant que mère, tristes en tant que femme. Donc, ce sont des émotions variées et très fortes. Et d'après vous, Pascal, il y aurait 3 profils d'hommes qui se dérobent comme ça. Disons que quand on me pose la question, mon premier élan est de répondre effectivement qu'on peut schématiser, grosso modo, 3 schémas comportementaux. Il y en aurait un qui aurait peur et qui ne serait pas prêt par rapport à la paternité en relation avec ce qu'il a vécu, lui, son histoire personnelle, son enfance, etc. Après, il peut y en avoir un homme qui, tout simplement, a besoin de remettre en cause le couple. Et que cet enfant inattendu, ou plus ou moins attendu, en fin de compte, fasse émerger le symptôme d'un malaise à l'intérieur du couple en ce qui le concerne lui, en ce qui concerne cet homme. Et puis, il y en a aussi qui s'amusent à faire ça pour détruire l'autre, pour nuire. C'est une occasion incroyablement facile de nuire à une compagne si on a l'intention de nuire parce qu'on vit de cette façon-là, qu'on procède de cette façon-là quand on est pervers, par exemple. C'est rare, heureusement, ça peut arriver. Qu'est-ce qui vous provoque cette émotion tout d'un coup, là? C'est de revivre ce retour douloureux, en larmes. Voilà. C'est-à-dire que Véronique, elle est très forte, elle est très carrée, elle est cohérente. Et peut-être qu'elle s'est trouvée face à un homme qui, lui, au contraire, était un peu comme un petit navire au gré des flots de ses émotions, lui. C'est-à-dire qui, d'un côté, j'ai l'impression qu'il a besoin de créer du confort sentimental autour de lui. Donc, c'est bien lui qui vous disait il faut qu'on se marie au tout début, etc. Voilà. Donc, il a besoin il est en fait un peu dépendant au niveau affectif. Il a besoin de se créer un cocon. Mais une fois qu'il a ce cocon, il en a peur. Donc, il fait des sauts comme ça.
C'est pas par méchanceté, mais... Immature. Un petit peu, oui, on peut dire ça. Et ça laisse des traces, hein, manifestement, des traces douloureuses. Oui. Emma. Oui. Donc vous êtes chez votre maman. Oui, non, là Avec je pense que j'ai dû déménager dans mon nouvel appartement. Enceinte de dans le mois combien? de mai. 4 mois. Donc il vient aux échographies? Oui, alors il est venu, donc pas pour l'échographie du 3e mois, parce qu'il était trop en colère, donc il n'avait pas voulu venir, puisqu'à ce moment-là, c'était très froid, on ne se parlait pas. Il est venu à l'échographie du 4e mois, où on a su que c'était un garçon. Et il est venu aussi à l'échographie du 5e mois. Vous avez choisi un prénom ensemble? Oui, c'est bizarre, parce que par moments, il me disait que même s'il était en colère après moi, mais il était quand même content d'être papa. Enfin, finalement... qu'il attendait ça lui aussi. Et puis, il m'a dit je voudrais la garde alternée pour pouvoir passer du temps avec lui. Donc, il continue à souffler le chaud et le froid. Oui. Et en tout cas, j'imagine que vous continuiez à vous raccrocher à un espoir. À l'espoir moi, sans arrêt. Change d'avis. Ah oui, non, mais moi, j'ai espéré jusqu'à ce que je sache qu'il était avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, vous partez quand même à la maternité. L'accouchement dure longtemps? Je pars à la maternité. Je fais tout, mais vraiment tout pour accoucher plus tôt. Parce que je veux un dénouement, en fait. Parce que juste avant d'accoucher au mois de septembre, il m'a appelé pour me dire qu'en fait, finalement, il savait plus s'il voulait faire partie de la vie de cet enfant ou pas. Voilà. Alors qu'il vous avait parlé de garde alternée? Alors qu'avant, il m'avait parlé de garde alternée, oui. Donc au mois d'octobre, je pars accoucher avec ma maman. Je le préviens en lui disant que je suis sur le point de mettre au monde notre enfant. Et il me dit ok, bon courage, en espérant que ça se passe bien. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message quand tu seras dans ta chambre reposée. J'accouche, un accouchement vraiment magnifique. On me pose la péridurale. J'avais eu aucune douleur juste avant. D'ailleurs, la psychologue que j'ai vue après me disait qu'en fait, pendant la grossesse, j'avais tellement souffert psychologiquement que la douleur physique, je la sentais pas. L'enfant se faisait discret. Peut-être aussi, oui. Parce qu'en plus, j'ai poussé 3 fois, il est né en 5 minutes, quoi. C'était... Et juste avant l'accouchement, je me rappelle, j'arrêtais pas de pleurer. D'ailleurs, les sages-femmes me disaient, mais arrêtez, c'est pas grave... Même si il n'est pas là, c'est un beau moment, vous avez votre maman, vous verrez, quand vous aurez votre bébé sur vous, ce sera que du bonheur. Mais je n'arrivais pas, en fait, à m'arrêter de pleurer. Parce que, en fait, j'avais vécu 2 accouchements magnifiques avec un homme magnifique avant. Et j'aurais voulu que celle-ci soit pareille, en fait. Mais bon. Ils vont distribuer les Sophie, vous allez toutes nous faire pleurer. Je ne sais pas s'il y aura assez de mouchoirs sur cette émission. Merci. Excusez-moi. Et puis quand mon fils est né et qu'on me l'a posé sur moi, toutes les larmes se sont arrêtées de couler. C'était comme si je pouvais plus pleurer. C'est parce que vous ne vous autorisiez plus à pleurer, vous vous sentiez responsable de cet être, mais aussi parce que ça faisait sens. Tout d'un coup, ça prenait du sens. Et puis, il y avait ce petit bébé qui, quand je lui parlais, en fait, il levait sa tête et il ouvrait ses yeux pour me voir. Et rien que ça, en fait, je me dis, mais je peux pas regretter le choix que j'ai fait. C'est pas possible. Alors, vous lui avez envoyé un message? Oui. Pour lui dire que je lui ai envoyé un message. Oui, qu'il était là. Et il est venu le voir le lendemain de l'accouchement, à 21h le soir, très tard. Et là, vous croiser avez personne. Encore espéré un déclic, j'imagine? Oh oui, mais je crois que j'ai toujours espéré, finalement. Et il l'a pris dans ses bras. Et ils sont restés pendant 10 minutes, un quart d'heure, tous les deux. Il lui faisait des bisous, il a pleuré lui aussi beaucoup. Et puis il est parti. Juste avant, je lui ai demandé s'il avait pris sa décision, de savoir si oui ou non il voulait le reconnaître du coup. Il m'a dit non, je sais toujours pas, je te dirai dans les prochains jours. Et il est parti. Vous lui avez dit à quel point il vous faisait souffrir avec ses chauds et froids? Vous lui avez exprimé ça? Oui. Oui, je lui ai dit souvent, mais je pense aussi que
Maintenant, avec du recul, je me dis que si ça se trouve, c'est moi qui lui ai fait peur parce que j'avais tellement mal. Mais voilà, tellement mal. Alors ça, c'est le genre de truc, parce que c'est un grand classique, j'imagine, dans tous vos témoignages que l'on entend, cette histoire de culpabilité. Hein. C'est de ma faute, c'est moi qui lui ai fait peur, j'ai peut-être été trop ci, trop là. Est-ce qu'on a raison de se poser ce genre de questions dans ce type de situation? Il est normal qu'on se le pose, mais évidemment, ça n'a pas lieu d'être, en fait, ce sentiment de culpabilité, mais il est là presque tout le temps, à l'égard de l'enfant, à l'égard de soi-même. Presque toutes les femmes qui sont dans cette situation ressentent ce sentiment de culpabilité, effectivement. Je m'en suis voulu de lui envoyer trop de messages. Je harcelais presque. Oui, mais... Je veux dire, vous ne demandiez pas n'importe quoi à n'importe qui. Non, donc voilà. Mais cet homme, je ne sais pas l'analyse que vous en faites, mais il pleure sans arrêt. On sent qu'il est fragile, qu'il est sensible. Ouais, il est sur des montagnes russes. Alors il emmène avec lui la personne qui est à ses côtés, de près ou de loin d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est très douloureux. Alors, comme lui, il ne sait pas, forcément, c'est à vous de savoir à un moment donné. Et oui, non, mais ça, de mettre les pieds dans le plat, effectivement. Mais j'ai été très dure avec lui, je le reconnais. Hein, quand il m'a dit qu'il ne savait pas s'il allait le reconnaître, j'ai été un monstre. Enfin, je lui ai dit que c'était un monstre. Et moi, j'étais un monstre aussi parce que je lui ai dit des choses très violentes. Parce que ça me... c'est normal, ça me faisait tellement mal. Après, ce que vous espériez juste, c'était un déclic. Oui, mais pour mon reconnaître son enfant. Oui. Voilà. Edwige, donc, cette grossesse... Donc là, on en était resté au moment où il vous dit que vous ne vous aimez plus, voilà. et votre gynécologue vous dit de ne pas s'inquiéter. Tout à fait. Et puis là, étant donné que il travaillait à Avignon, comme je vous l'ai dit, et il faisait de plus en plus de déplacements à Paris, en fait. En gros, il était moitié à Avignon, moitié à Paris. Puis la grossesse se passe, césarienne programmée pour le 13 janvier. Donc j'accouche de mes jumelles. Je vois juste deux petits bouts de visage, l'une après l'autre, enveloppés dans une serviette. Et donc, on me met en salle de réveil. Je n'ai pas revu mes filles avant 9h le soir. Par contre, je vois arriver mon mari. Et alors, après, quand vous êtes rentrée chez vous, est-ce qu'il s'est occupé de vos filles? Alors, honnêtement, le moins possible. Moi, je suis fille de sage-femme. J'ai été beaucoup en maternité avec ma maman. Donc, c'est vrai que je savais très bien manier les nourrissons, on va dire. Donc, oui, c'est pas beaucoup de place. Je lui laissais pas beaucoup de place et puis il n'en avait pas envie non plus. Ouais. Mais par contre, je ne l'ai pas reconnu dans vos 3 hommes tout à l'heure, pas du tout. Moi, je crois que dans son cas, lui, mais vraiment... Alors, c'est vrai que pour moi, c'était tellement important d'avoir des enfants. Je pense qu'il a dû se dire à ce moment-là, de toute façon, si elle n'a pas d'enfant, je la garderai pas. Est-ce que vous l'aimiez, cet homme? Peut-être qu'il n'a pas du tout trouvé sa place. Non, sincèrement, je l'ai aimé juste avant d'être enceinte. On avait vraiment une vie très harmonieuse. Mais il n'y a jamais eu de passion. Toujours est-il qu'un jour, il rentre et il vous annonce qu'il a trouvé un boulot il était à Paris. très souvent en déplacement. Je le voyais à peu près 1 semaine sur 2. Et puis, un peu avant les 1 an des filles, il rentre et il me dit, voilà, j'ai trouvé du boulot à Paris, je pars dans le mois. Alors moi, j'avais un travail à Avignon, je suis formatrice, donc je dis, écoute, moi, mes élèves, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, il va falloir attendre le mois de juin pour que je te rejoigne. Et il me dit, non, mais tu ne viens pas avec moi. Alors là, bizarrement, parce que j'étais avec lui, par contre, une femme excessivement jalouse. Mais alors, j'ai été d'une zénitude absolue. Ah, bizarrement. Ça vous a pas du tout... Ça faisait quand même 1 an et demi que ça durait, cette histoire. Je te vois plus, je m'occupe pas des filles, je suis avec toi, je suis pas avec toi, je t'aime plus. Ça vous a pas désespéré qu'il s'en aille? Non, alors ça m'a désespéré pour mes filles. Par contre, je me suis dit, tu vas pas faire la même erreur que tes parents. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, mes parents, ça fait plus de 35 ans, je compte plus, qui sont divorcés, et c'est toujours la guerre. Et moi, je me suis dit, ça sera pas la guerre. Moi, mes filles, je ne critiquerai jamais leur père. Je veux les protéger, donc leur père sera là. Alors, on m'a traité souvent de folle par rapport à ça, mais
Quand il est parti à Paris, il revenait tous les 15 jours, il venait à la maison, même après notre divorce, et même encore après, d'ailleurs. Bon, donc vous avez gardé de bons rapports. Et alors, de bons rapports, oui, on a gardé des rapports, bon, mais alors, pour les filles, voilà. Vous projetiez comment dans l'avenir, la seule, avec 2 enfants, alors, moi, plus mère qu'autre chose? Alors, pour moi, j'étais avec mes enfants. Personne ne pourrait les aimer autant que moi. Oui, donc il était hors de question. Il était hors de question qu'il y ait un homme qui vienne. Et pourtant, vous l'avez trouvé. Ah oui, mais j'ai trouvé le prince charmant, justement, que j'attendais, que j'avais pas trouvé au départ. Alors, il se trouve que je rencontre Patrick. Mais Patrick, ça a été, ça a été comme les autres, entre guillemets, hein, sans dire que j'en ai eu des tonnes, mais comme les autres, Quelle santé, cette Edwige. Non, mais c'est impressionnante, non? Si vous voulez, c'était un... Alors, en plus, Patrick, ça tombait très, très bien parce qu'il ne voulait absolument pas se recaser. D'accord. Et il se trouve que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et il se trouve qu'on est tombés amoureux, mais on est tellement vite tombés amoureux qu'on s'est mariés au bout de 6 mois et 2 jours. Ah ouais? Ah oui. Et il voulait un enfant, Patrick? Alors, Patrick, tout de suite. Sauf que comment vous avez vécu cette grossesse? Ça a été pas simple pour moi, mais encore moins pour mes filles et mon mari. Ouais. Parce que je leur en ai fait voir. Ouais. Ça a été terrible, terrible, terrible. Mais je passais des larmes au rire. Ah non, mais j'étais pas bien du tout. Pour moi, il allait me quitter. J'étais enceinte, donc il allait me quitter. Bon, et finalement, il n'est pas parti. Ah non, il n'est pas parti. Tout va bien, et ça se passe bien. Et ça se passe bien depuis bientôt 20 ans. Alors, on va revenir au témoignage d'Émilie, donc qui a un déclic en pleine nuit et qui décide de garder ce bébé. Donc, du coup, vous vous retrouvez seule à vivre cette grossesse. Comment se passe l'accouchement? Alors, l'accouchement est programmé, donc je me présente à la maternité avec ma maman. Et là, on m'emmène de suite, en fait, au bloc, parce qu'il n'y avait plus de place. La maternité était pleine. Donc là, au moment où je quitte ma maman et je passe la porte pour aller au bloc, je me suis retrouvée toute seule avec la sage-femme. Et là, donc, je rejoins Emma. J'ai éclaté en sanglots, en fait. Je me suis mise à pleurer, j'étais en sanglots, paniquée par cette peur de l'inconnu, en se disant c'est là, c'est maintenant, ça arrive. Et je suis seule, et est-ce qu'il va se manifester? Vous l'aviez prévenu du moment de l'accouchement? Alors, je l'ai prévenu juste après. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, donc, sa fille était née. J'ai donné la taille, le poids, et je lui ai dit que j'étais à la maternité à Monaco, dans telle chambre, s'il souhaitait venir la voir. Il était le bienvenu. Ce message, j'ai fait un copier-coller à sa maman. Et je n'ai pas eu de retour. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous étions toujours amis sur Facebook. Et le soir de l'accouchement, j'ai vu, je me suis connectée dans la soirée pour annoncer la naissance de ma fille. J'ai vu qu'il était à Monaco avec ses amis en train de faire la fête ce soir-là. Et j'ai pas eu de retour. Alors, il s'est manifesté à quel moment? Alors, je quitte la maternité, je rentre à la maison, et puis 15 jours après l'accouchement, précisément, 15 jours après, il me téléphone en numéro privé, me disant, voilà, je t'appelle pour te dire que j'en ai rien à faire qu'elle soit née. De toute façon, c'était inutile de m'envoyer un message, parce que je le savais déjà via Facebook. Donc, je te souhaite une bonne continuation, et débrouille-toi bien dans ta vie de merde, clairement, c'est les mots qu'il a employés. Crac, il a raccroché. À ce moment-là, je me suis dit, comment il peut dire une chose pareille? Cette volonté d'être si méchant? Chacun se débrouille avec ses émotions comme il peut. Parfois, ça peut amener à la méchanceté, cette grande peur intérieure. Donc, ça a été terrible, j'imagine, pour vous. Oui, très dur. Et puis, donc, cette rencontre, 1 an après, donc, au supermarché? Alors voilà, donc les mois passent, elle grandit. Je continue en fait je lui envoie des messages de temps en temps. Je le fais parce que ça me soulage, et je le fais pour mon enfant, parce que j'ai pas envie qu'un jour elle vienne me le reprocher ou qu'on me dise que j'ai rien fait. Donc j'envoie des messages de temps en temps pour donner des nouvelles, pour dire elle est comme ci, comme ça, elle sait faire ça, sans réponse. Et le jour de ses 1 an, donc j'étais assez nostalgique, parce que je me suis dit waouh, 1 an ça passe vite. Et je décide de lui envoyer un message en lui disant, voilà, aujourd'hui, elle a 1 an, je vais l'emmener faire un tour de manège à tel endroit, à telle heure. Si le cœur t'en dit, nous serons là-bas. Évidemment, pas de réponse, mais le destin en a voulu autrement. Ce jour-là, j'ai été contrainte d'aller au supermarché parce qu'il me manquait des ingrédients pour faire le gâteau d'anniversaire. Et là, à ma grande surprise, je tombe nez à nez avec lui, au rayon frais.
Il avait un caddie avec des provisions. Et là, arrêt sur image, il me regarde et me dit « Ah, salut, ça va ?» avec un grand sourire. Il fait complètement abstraction. Elle n'est pas là. Pour lui, elle n'est pas là. Et il s'est approché vers moi, me tendant sa joue, me disant bonjour. Et j'ai reculé ma tête et je lui ai dit il y a ta fille là. Et à ce moment-là, c'est là qu'il s'est agrippé à son caddie, mais vraiment avec mépris, d'un air non, je ne veux pas la voir. Et je lui ai dit mais regarde-la, s'il te plaît. C'est ton enfant, je te demande pas de la prendre dans tes bras, mais au moins regarde-la. Non, s'il te plaît, Émilie, n'insiste pas, je ne veux pas la voir. Et à ce moment-là, je me suis effondrée, hein, j'étais en larmes. Donc j'ai pris ma poussette, j'étais le plus loin possible à l'opposé de lui dans ce supermarché, complètement effondrée. Et j'en avais parlé à personne parce que je voulais pas que ça nous perturbe, mais moi, profondément, ça m'a blessée. Et surtout pour mon enfant, parce que je me suis dit comment il a pu ne pas la regarder, comment il a pu gâcher les 1 an de mon enfant. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, l'enfant comprend beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Il assimile énormément de choses, mais en même temps, les mots qu'on peut dire peuvent ne pas être compris. Parce et même les concepts, c'est compliqué. Mais donc, elle a dû sentir que sa maman était mal. Oui, J'étais bouleversée, complètement effondrée. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre des mots dessus quand même. Oui, quelques mots simples, mais... Pas trop non plus. Ce qui est difficile aussi à cet âge-là, c'est que l'enfant ne va pas demander, il ne va pas avoir de demande. Ah oui. Alors que déjà, à partir de, par exemple, 3 ans, il va commencer à dire « Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ?» etc. Poser des questions. Donc, quand il y a une demande, c'est plus facile de répondre, c'est plus licite également. Et à cet âge-là, 1 an, il y a ni demande et il y a une compréhension qui est difficile. Donc, quelques mots, mais effectivement, plutôt pour minimiser à cet âge-là, franchement, à 1 an, plutôt pour rassurer, je dirais, pour rassurer l'enfant sans entrer dans des détails que l'enfant ne peut pas gérer après. Véronique, donc, vous découvrez la vérité à 8 mois de grossesse. Comment se passe l'accouchement? Est-ce qu'il est là? Alors, moi, j'étais à terme plus 1 semaine, déjà, sans aucune contraction, rien, mais alors vraiment, voilà. Mon gynéco décide quand même de me faire un déclenchement, parce qu'il fallait quand même pas trop que ça tarde. Donc voilà, pour moi c'était ficelé. Je dis bon bah voilà. Ça devait aller vite. Voilà, pour moi c'était voilà. Et ça a duré combien de temps? 3 jours. Et alors comment vous l'expliquez que ça ait duré si longtemps? Bon après j'ai vu quelqu'un qui m'a expliqué que peut-être que j'attendais effectivement qu'il arrive. Alors. Il s'est manifesté, vous l'avez prévenu? Donc je l'ai prévenu effectivement que je partais pour la maternité. Il est venu ou pas? Non, il n'est pas venu, non. Pareil, quand je suis rentrée au bloc, c'est pareil, moi qui y allais... je faisais, voilà, sereine, forte. Quand j'ai été au bloc toute seule, en fait, j'ai eu besoin de quelqu'un. Donc, j'ai appelé mon ancienne belle-sœur, l'ancienne femme de mon frère, qui avait son cabinet de kiné, qui m'a dit « J'arrive, je ferme et j'arrive ». Donc, qui est venue auprès de moi. Et voilà, qui a coupé le cordon, qui a été là. Mais moi, je me rappelle, c'est pareil, aucune douleur, vraiment un moment de bonheur intense. Et voilà, donc je lui ai envoyé une photo en sortant du bloc. Et puis, dès qu'il a rallumé son téléphone, en fait, il m'a appelé, effectivement, pour savoir comment ça s'était passé, pour savoir si j'allais bien. Elle est magnifique, voilà. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Et le soir, il m'a renvoyé des messages, mais il devait être bourré, hein, là, parce que... il m'a fait rigoler, parce qu'il m'a dit je t'aimerai toujours, je fête la naissance tout seul, apparemment. Il fêtait la naissance tout seul dans sa ville. Il faisait la tournée des bars, j'ai l'impression. Et voilà, je t'aimerai toujours. Pardon de vous avoir fait du mal. Mais voilà, c'était compliqué. Voilà. Et par la suite, il a pris de vos nouvelles, il est resté en contact avec vous? Non, c'est moi qui suis restée en contact avec lui. Et puis, par la suite, je l'ai vu, en fait, quand elle avait 8 mois. Je savais qu'il était en déplacement vers chez moi. Parce que tous les soirs, en fait, en bas de chez moi, je voyais une voiture avec quelqu'un dedans, les phares allumés. Et lui? Voilà, ouais. Il était en bas de chez vous? Il était en bas de chez moi tous les soirs. Donc je me suis dit peut-être qu'il veut nous voir et qu'il n'ose pas. Donc je lui ai emmené à la sortie. Vous l'avez mis encore, vous? Je pense, oui, bien sûr. Et puis
Et puis ce sera toujours l'homme qui m'a poussée à avoir cet enfant qui... Voilà, peut-être que j'en aurais jamais eu sinon. Donc vous êtes descendu pour le voir ce soir-là quand... Non, j'ai attendu et puis je l'ai emmené à la sortie de son boulot. Donc pareil, il a rigolé en me voyant sur le parking et je lui ai dit voilà, il y a ta fille qui t'attend, il y a quelqu'un qui t'attend. Donc il est allé la voir, il a pris, on a rigolé ensemble, vraiment comme s'il n'y avait jamais eu ce laps de temps, c'était aussi complice, aussi... Et je lui ai dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ta vie sentimentale, c'est une chose, mais cet enfant, je te le rappelle, tu l'as voulu. Donc je lui ai dit, bon, vu que tu es ici, tu vas la reconnaître. Et il m'a dit, bon, d'accord, je vais faire les choses comme il faut, et puis j'irai la reconnaître. Et donc après, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Il a pleuré, beaucoup pleuré, tout seul sur le parking en regardant sa fille. Et puis, 1 heure après, il m'a renvoyé un message en me disant tu as dû mal comprendre, j'ai pas dit que j'allais reconnaître ta fille. Pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible parce que je me suis dit, je l'ai pas décidé seule. Il a voulu, il a poussé les choses pour que ça soit si rapide. Donc j'ai dit non, ça se fait pas. Si demain... Donc, en fait, vous vous battez pour quoi? Pour que votre fille porte son nom? Ouais, parce que je me suis dit, pour sa construction, à elle, c'était... Ah bah ça a été reconnu, hein. Ça a été reconnu, ça a été long. Et vous portez quel regard sur votre histoire aujourd'hui? Je me dis que voilà, ça ne devrait pas exister. Enfin, un enfant, c'est pas un objet, quoi. Donc, il faut... Enfin, chaque parent devrait avoir vraiment la responsabilité. Votre fille, elle a cherché à voir son père? Elle a cherché à entrer en contact avec lui? Elle a envoyé des lettres. Il a jamais répondu à ces lettres. Et c'est ce que je trouve le plus difficile, parce que c'est ce que l'enfant y vit. Bien sûr. Nous, on arrive à surmonter tout ça. Mais ce qu'ils vivent, eux, à l'école, ce qu'ils vivent, eux, quand ils entendent à la fête des pères, bah, toi, tu vois pas ton père de toute façon, donc c'est pas grave, par les camarades. Et ce qu'ils vivent au quotidien, vraiment, c'est vraiment compliqué, quoi, pour eux. Émilie, je vous vois aimer, ça sera à chacune son tour aujourd'hui. Oui. Cette absence, j'imagine qu'elle est difficile pour votre fille. Comment ça se passe? Elle a des contacts avec son père? Aucun contact avec son père. Elle parle depuis qu'elle a 2 ans. Et souvent, elle me posait des questions déjà à la sortie de la crèche. Moi, mon papa, moi, il est où? Quand est-ce qu'il vient me chercher? Ça a été très douloureux pour moi, mais il fallait qu'elle sache son histoire. Oui. Donc je lui ai expliqué que son papa n'était pas là parce qu'il ne se sentait pas prêt à être papa. Et que parfois, dans la vie, alors bien évidemment, il faut être 2 pour avoir un enfant, mais parfois, dans la vie, il arrive que le papa ne soit pas présent ou la maman ne soit pas là, ou même ni le papa ni la maman, mais que c'est pas pour autant que ce sont des enfants qui sont plus malheureux que les autres, et que elle, son histoire, c'est que pour l'instant, son papa n'est pas là. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien de lui dire ce genre de choses, parce que ça entretient l'espoir. Et moi, au fond de moi, j'ai l'espoir, je garde l'espoir toujours qu'il se manifeste, parce que, comme elle disait, c'est important pour la reconnaissance. Et vous en êtes où, vous, dans votre vie? Est-ce que vous avez retrouvé un compagnon? Alors non, je suis célibataire. Est-ce que vous espérez qu'il revienne dans votre vie aussi? Alors non, pas dans la mienne. Moi, je sais que c'est terminé, et ça pour toujours. Mais vraiment, je l'espère pour elle, parce que c'est important. Juste un mot de Pascal sur votre point de vue. Est-ce qu'elle a eu raison de lui dire ça? Est-ce qu'elle a eu raison de lui laisser un espoir? Oui, pourquoi, après tout, fermer tous les espoirs? Il n'y a pas de raison, d'abord, effectivement. Oui, bien sûr, il faut lui dire et lui expliquer qu'elle n'est pas toute seule, qu'il arrive qu'il y ait des papas ou des mamans qui ne soient pas là. Mais dites-lui aussi quand même que vous êtes là. Je lui répète. Et que vous allez y rester, que vous ne partirez pas, vous. C'est très important à dire, parce qu'elle, il peut y avoir une confusion. Ils ont peur, hein, mais Emma, il faut faire attention. Pardon. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention par rapport à ça, parce que moi, c'est vrai que j'ai voulu protéger mes filles en leur disant
que, bon, c'était pas de leur faute hein, si papa et maman n'étaient pas ensemble. Parce que moi, j'ai toujours essayé qu'elles se rapprochent de leur père. Parce que je me disais que c'était important. Que moi, dans la relation entre mes parents, je n'ai pas vu mon père pendant très très longtemps. Parce que quelque part, peut-être inconsciemment, mais ma mère nous demandait de choisir entre elle et lui. Et évidemment, en tant qu'enfant, on se met toujours du côté de la victime. Et moi, je voulais pas passer pour une victime vis-à-vis de mes filles. Bon, il y en a une qui le voit 1 à 2 fois par an. Mon autre fille, ça fait 2 ans qu'elle l'a pas vu. Il y a eu un gros clash quand une de mes filles était en seconde. Elle a plus voulu le voir, elle a plus vu pendant 3 ans, je crois. Et je disais, tu sais, tu vois pas ton père. Elle avait 15-16 ans à l'époque. J'ai dit, tu sais, c'est important d'avoir un père dans sa vie. C'est important que tu saches qui il est, de reprendre. Je l'ai poussée à reprendre contact avec lui. Et elle m'a répondu, tu sais, maman, moi j'ai un papa. C'est Patrick, j'en ai pas besoin de 2. Toi, t'en as pas eu un de rechange. Donc, j'en ai pas besoin de 2. J'ai pas besoin de lui. Et vous, Emma, alors, vous en êtes où aujourd'hui? Déjà, vous, sur le plan personnel? Alors, moi, je suis célibataire parce que j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Votre petit garçon, il est comment? C'est un petit garçon intrépide. Il est joyeux. Je dirais qu'il est très collé à sa maman. Même peut-être un peu trop. Vous réagissiez tout à l'heure sur ce que disait Émilie. Vous aviez l'air de dire que vous lui dites souvent que vous êtes là. Oui, et que... notamment, là, en fait, je viens de l'inscrire à la crèche parce que je vais reprendre le travail dans peu de temps. Et je lui dis, en fait, que voilà, son papa n'est pas là, qu'il n'est pas présent parce qu'il n'avait pas envie d'être papa quand il est arrivé. Mais je lui dis, tu sais... Maman te met à la crèche, mais elle t'abandonnera pas. Elle reviendra toujours te chercher. Même si ton papa est pas là, maman, elle est là et elle t'aime et elle viendra te chercher. Elle t'abandonnera jamais. J'ai besoin, en fait, de lui dire ça. Ouais. Et il n'a aucun contact avec son papa? Non. On s'est recroisés l'année dernière, au mois d'août, dans un parc. Il aurait pu partir, puisqu'il nous a vus de loin. Et il est resté. Et il m'a fait la bise comme si de rien n'était. Vous avez espéré encore ce jour-là? Oh oui. Vous l'aimez toujours? Non. Non. Moi, c'est fini. Quelque chose qui s'est cassé et j'ai eu trop mal. C'est pas possible. J'espère toujours pour mon fils. Mais voilà, il m'a dit, il a une bonne bouille. Voilà. C'est quand même bizarre. Les femmes qui vivent cette situation sont toujours très inquiètes pour leur enfant et sur ce qu'il va vivre à l'école et les situations dans lesquelles il va se trouver, etc. Et donc, c'est une souffrance pour elles. Sachez que vous avez des ressources et que vous les transmettez à votre enfant. Il va prendre appui là-dessus pour affronter les situations dont vous parlez. Donc, il n'est pas tout nu sans écorce. Vous voyez? Notre force, en fait, c'est nos enfants. C'est... Ben oui. Pas seulement. Pas seulement, mais c'est... Enfin, moi, je sais que c'est ma force aussi. Je remercie mes amis, ma famille, et je remercie aussi beaucoup le papa de mes grands, qui, même si on était séparés, a été d'un soutien immense. Et je le remercierai jamais assez d'être un papa aussi exemplaire. Et j'aurais tellement eu envie que mon dernier fils ait la même chance que mes grands, que... On va poursuivre la discussion quand même sur des sujets qui vont vous intéresser. On va accueillir nos dénichants dans quelques instants. Mais là, je voudrais vous présenter en image une femme qui, comme vous, s'est retrouvée dans cette situation après avoir été quittée pendant sa grossesse, c'est-à-dire cette situation de mère célibataire. Elle s'appelle Caroline et elle a tiré de son expérience une web-série dans laquelle elle pointe du doigt toutes les difficultés d'être justement une maman solo aujourd'hui. Notre équipe est allée à Nantes pour faire connaissance avec cette super maman qui vous ressemble. Regardez. Une mère célibataire n'est pas forcément quelqu'un qui a échoué, qui a raté sa vie sentimentale. J'ai rencontré le père de ma fille, donc j'avais 27 ans, ça a été un gros coup de foudre. Et je suis tombée enceinte, ça s'est très bien passé au départ. Vers 7-8 mois de grossesse, je commençais vraiment à avoir un gros ventre et puis ça devenait concret, le bébé allait arriver, donc il y avait pas mal de choses à préparer. Et je pense que lui, il a complètement paniqué et il est fini par partir, donc je me suis retrouvée célibataire.
Sur le moment, j'ai pas forcément souffert de solitude, j'étais heureuse, j'allais avoir mon enfant qui allait arriver. C'est après, en fait, plus tard, une fois que l'enfant est là, il y a les fêtes ou des anniversaires, des visites de la famille. Il y a une sorte de normalité sociale, en fait, qui fait qu'une famille, c'est composé d'un père et d'une mère. Ça peut créer une culpabilité évidente, en fait, de ne pas être normal ou d'avoir raté quelque chose. Il y a un deuil à faire vraiment de la famille idéale dont on rêve depuis qu'on est toute petite. Ça m'a pris du temps pour accepter que ça n'arriverait jamais, en fait, que je me retrouverais jamais dans cette situation normale. Et après, j'ai ressenti une force incroyable en moi. J'avais vraiment envie de devenir une mère dont ma fille puisse être fière. Je trouvais, en tant que mère célibataire, que je vivais au quotidien des choses exceptionnelles. Juste réussir à tout faire tenir dans une journée, par exemple. J'avais commencé à prendre des tonnes de notes. Et comme j'ai toujours été passionnée par l'écriture, raconter des histoires, quand j'ai eu la possibilité d'apprendre à faire de l'audiovisuel, des films, du cinéma, je me suis dit ça vaudrait vraiment le coup de raconter la vie d'une mère célibataire, de raconter ce qu'elle peut vivre au quotidien, son organisation. J'ai donc décidé d'écrire une web-série. Je t'attends là, ton petit déj est prêt. Allez, tu te lèves, hein. Tout au long de l'écriture de la série, la notion d'idéal, l'idéal d'une famille, l'idéal de vie, l'idéal de ce qu'il faut être, revient très régulièrement. Un crédit sur une maison, un monospace et 3 beaux enfants. Un peu comme ma sœur, Sophie, avec sa vie parfaite. Il y a une vraie volonté de dépasser même la normalité, d'aller au-delà pour se prouver qu'on a réussi. Que c'est pas parce qu'on est une mère célibataire qu'on est condamné à l'échec, mais qu'on peut vraiment réussir. J'ai voulu rassurer les femmes sur des sujets que j'avais vécus et leur montrer que les choses pouvaient être très positives. Notamment la rencontre avec quelqu'un qui nous accepte avec un enfant et qui est aussi ouvert à refonder un foyer avec nous accepter tel qu'on est. C'est des choses, bien sûr, dont j'ai voulu parler. Alors comme ça, tu vis en colocation avec un chat. Et il s'appelle comment? Si je te le dis, tu te moques pas, hein? Allez, promis. Roméo. Non. Non. Avant d'écrire la web-série, j'avais rencontré quelqu'un et je connaissais la chute de l'histoire. Et c'est une fin qui est très heureuse, donc j'avais très envie d'écrire pour pouvoir aussi raconter qu'il y a une fin heureuse à ces situations-là. Joyeux anniversaire, maman. Merci, ma chérie. T'es trop mignonne. C'est pour qu'on sera une famille. Voilà le parcours de Caroline, une maman solo comme vous. On accueille nos dénicheurs, Aude, Luc et Brigitte. Bonjour à tous les trois. Et des larmes dans les yeux d'Emma. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de Caroline quand elle dit que quand on est maman solo, on a envie de dépasser les schémas classiques et d'aller encore plus loin, justement? On a des choses à se prouver et peut-être à prouver à son enfant. Ça nous renvoie à ce que l'on vit, quoi. Donc, du coup, ça... Je crois que de le voir, c'est... On voit notre vie, en fait, finalement, à la télé, et c'est difficile, quand même. Il y a quelque chose qui a l'air de revenir beaucoup dans cette série, c'est le poids du regard des autres et le poids du regard de la société. Vous le subissez? On fait très attention, justement, enfin moi je sais que je fais très attention à ce que je fais parce que je suis toute seule et qu'on peut me dire c'est parce qu'elle est toute seule, elle en fait trop pour son fils, elle le couvre trop et c'est parce qu'elle est toute seule avec lui qu'il se comporte comme ça. Mais on fait ce qu'on peut. Bien sûr. Vraiment, on fait ce qu'on peut. Brigitte qui a envie d'intervenir, ça vous rappelle, ça fait écho à votre propre histoire peut-être? Ah non, pas du tout. Moi, pas du tout. Non, mais je sais pas, je te voyais intervenir. Non, mais je suis très touchée par... elle va pleurer maintenant, elle aussi. C'est pas grave, ça fait longtemps que je n'ai pas distribué de mouchoirs. Donc... Pourquoi t'es très touchée? Ça me fait... C'est dur, je trouve. Merci beaucoup. C'est dur de vous entendre comme ça. Et moi, ça me bouleverse, voilà.
Bon, alors, est-ce qu'elle a retrouvé l'amour, cette Caroline? Oui, alors on va donner de l'espoir. Là aussi, il y a une fin heureuse qui, j'espère, vous arrivera à vous deux aussi, Émilie et Emma. Elle a retrouvé. Alors, elle a mis 3 ans avant de retrouver quelqu'un. Au départ, elle avait peur des hommes. Elle avait beaucoup de difficultés à refaire confiance. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis les hommes aussi avaient peur d'une femme avec un enfant. On lui a même dit, elle a même entendu dans la bouche d'un homme. Mais moi, voilà, tu m'intéresses, mais tu as un enfant, donc ça n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez... Imaginez avec 3. Et donc avec 3, effectivement, on imagine... Mais elle s'est remise en selle sur Internet. Au bout de quelques temps, elle a trouvé donc Wilfried. Wilfried, c'est un peu le Patrick des biches. Pour dire qu'elle est tombée amoureuse, se remettre en selle. Elle s'est remise en selle, elle est remontée à cheval. C'est romantique. Mais oui, parce que ça montre qu'il ne faut pas désespérer. Quoi. Voilà. Ça montre qu'il faut, remonter à cheval. Je pense qu'il faut surtout se l'autoriser. Mais bien sûr. Elle a eu du mal, effectivement, à s'autoriser. Il ne faut pas oublier qu'on est des femmes. On est des mères, mais on est des femmes aussi avant tout. Oui, exactement. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que l'on s'oublie en tant que femme. Tout à fait. Et moi, je l'ai compris l'année dernière pour mes 30 ans. Voilà. Eh bien, l'histoire de la web-série, c'est justement l'histoire de Juliette, une femme qui, le jour de ses 35 ans, a cette révélation et se dit « Je ne suis pour l'instant qu'une maman et je ne suis pas une femme ». L'histoire, c'est qu'elle élève seule une petite fille de 8 ans. Et donc, voilà, 35 ans, elle se remet en question et là, elle essaye, comme on l'a vu dans quelques extraits, de retrouver l'amour. Et c'est ce qui s'est passé donc, pour Caroline. Elle a retrouvé ce Wilfried. Qui a des enfants ? Et qui, lui, du coup, elle s'est bien assurée qu'ils avaient les mêmes envies, les mêmes valeurs. Lui aussi voulait un enfant. Et ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Eloane. Donc, ils ont agrandi la famille. Et est-ce que ça a été facile avec sa fille? Est-ce qu'il a trouvé sa place facilement? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'elles étaient très fusionnelles. Donc, elles avaient été habituées à être tout le temps toutes les deux pendant 3 ans. Donc, elle a dû accepter de partager sa maman, ce qui n'a pas été simple au départ. Mais voilà, Wilfried a été très fort. Il a fallu que je partage mes filles. Ça a été plus dur encore. Ah, pour vous que pour les jumelles? Oui, parce que moi, mes jumelles, elles en avaient que pour Patrick. Ah ouais. Et elles en avaient que pour Patrick. Et est-ce qu'elles ont accepté votre dernier enfant, les jumelles? Alors, c'est vrai qu'il y a une des deux qui a eu peur, en fait, de perdre l'amour de Patrick. Et à ce moment-là, elle nous a dit quelque chose de très joli. Elle nous a dit, oui, mais nous, on s'appelle comme ça, parce qu'elles avaient été reconnues par leur papa. Et puis, vous et le bébé, ils vont s'appeler autrement. Alors, on a l'impression d'être dans une bulle et que vous êtes dans une autre, mais on n'est pas dans la même bulle. Et puis, à partir de là, Patrick a décidé d'adopter mes filles, parce que pour lui, c'était ses filles autant que les miennes, et il a décidé de les adopter. Et même si elles avaient été reconnues. Elle porte donc le nom de Patrick. Et maintenant, elle porte le nom de Patrick, avec grande fierté, d'ailleurs. Et ce que j'ai pas réussi à dire tout à l'heure et que je tiens à dire, c'est que franchement, je remercie mon ex-mari de m'avoir quittée, parce que moi, je pense que je l'aurais jamais fait. Je serais restée mariée parce que la norme qui veut que. Mais franchement, je le remercie parce que jamais j'aurais rencontré Patrick, jamais j'aurais eu mon petit Raphaël, qui est l'amour aussi de ma vie. Il n'a pas un frère jumeau, Patrick? Alors, Patrick n'a pas de frère jumeau, non. Non, il n'a pas de frère jumeau. Non, il a un grand frère. Et puis, elles sont beaucoup trop jeunes pour le frère de Patrick. Donc, voilà. On va revenir à... Bon, en tout cas, c'est merveilleux de vous voir aussi heureuse. Et puis, faut s'en donner, je pense qu'il faut s'en donner le droit. On n'est pas seulement des mères. Aude, il y a plein de thématiques traitées dans cette alors je vous ai parlé tout à l'heure du pitch de l'histoire, enfin du résumé, mais en réalité, elle parle de la culpabilité de ne pas avoir réussi à fonder la famille qu'on a tous en tête, la petite famille comme dans des contes de fées. Elle parle de la solitude. Elle parle là, on a vu tout à l'heure l'histoire du chat Roméo. Elle, notamment, il y a des épisodes où elle passe la nuit avec son chat et pour montrer que c'est pas simple d'être seule. Voilà. Le poids du regard des parents et du regard de la société. Elle parle par exemple des enseignantes qui veulent absolument savoir pourquoi il n'y a pas de papa et qui posent des questions et qui insistent. Voilà. Moi, j'ai vécu un truc par rapport à mes filles, c'est qu'en fait, un jour, elles ont dit à leur instit, nous, on a 2 papas. On a un papa qui a mis la graine et puis un papa de cœur. Elles n'étaient pas reconnues, elles étaient en maternelle, dernière année de maternelle. Et la maîtresse a dit, ah non, mais on ne peut avoir qu'un papa. Oui.
psychologie. Et alors elles sont revenues à la maison effondrées en disant... On prenait plus rien, ouais. On prenait plus. Nous, c'est notre papa aussi. Hein. On a 2 papas. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir 2 papas? Alors, il y a Patrick, l'homme idéal, on a compris, mais nous avons nous aussi un homme idéal dans cette émission, c'est Luc. Ah mais non, parce qu'il faut bien avouer que Patrick a détrôné Luc depuis le début de cette émission. Désolé, Luc. D'un havre de paix, justement, destiné à ces mamans qui vivent leur grossesse en solo. Oui, absolument. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident de mener à bien sa grossesse quand on est seul et qu'en plus on a des problèmes financiers ou qu'on n'a plus de famille qui est là pour nous aider. Alors je vais vous parler d'une initiative formidable qui est l'association Marthe et Marie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Elles font un travail formidable. En fait, l'idée, c'est de proposer à des femmes qui vont accoucher, qui sont toutes seules, comme vous avez pu l'être, dans une colocation solidaire, en fait. Il s'agit d'appartements où ces femmes peuvent venir pour des loyers modérés et être hébergées comme une colocation. Mais sur une durée, sur la durée de leur grossesse? Alors, quand elles arrivent, à l'état où elles sont dans leur grossesse, jusqu'à 9 mois après la naissance du bébé. D'accord. Donc c'est quand même, en gros, facilement 1 an, enfin une bonne année, quoi. Alors, il y en a combien de centres comme ça? Alors, c'est pas des centres, en fait, c'est des appartements. Hein. Il en existe 4 en France actuellement, Paris, Strasbourg, Lyon et Nantes. Qui regroupent plusieurs appartements. Et voilà. Et non, c'est un seul appartement qui est très grand, avec des chambres. Et selon les endroits où on se trouve, il y a soit 6, soit 8 chambres. Donc on peut accueillir des futures mamans. Et je partage les pièces de vie communes. Et alors voilà. Alors l'idée, je vous montre. Vous avez ici donc la pièce commune. Mais comme quand on est étudiant. Hein. Alors il y a la pièce commune ici, voilà, où on prépare les choses, voilà. Alors, hein. Et puis après, chacune a sa chambre. Alors là, parce qu'on se donne des conseils, on s'entraide, on se rassure. S'il y a une maman qui a envie de sortir un soir, elle s'aide pour le babysitting. C'est génial. Exactement. C'est génial. Mais encore plus fort. Ce qu'ils font, qui est super, c'est qu'en plus de ça, ils ont à l'intérieur de ces maisons, de ces logements, des volontaires, ce qu'ils appellent des volontaires. Là, il s'agit de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont célibataires, et qui vivent au même nombre que les futures mamans. Et du coup, l'idée, c'est que ces femmes-là, eh bien, elles vivent au quotidien avec elles. Ce sont des femmes très bien insérées dans la société, avec plein de profils différents. Il y en a qui sont institutrices, d'autres qui sont cadres en entreprise, d'autres qui sont secrétaires. Et ces futures mamans sont des femmes très souvent en grande précarité. D'accord. Et l'idée, c'est que justement, en voyant ces femmes au quotidien qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, ça leur permet de garder un lien avec voilà, c'est un formidable lien social qui les rebooste après pour préparer la sortie. Parce qu'on veut montrer à ces femmes en précarité que demain, elles pourront réintégrer le monde du travail et se débrouiller toutes seules en sortant de cette maison. D'accord. Et on les laisse pas tomber parce qu'au moment où elles sortent, en fait, il y a un système de marrainage, comme elles disent, et où ces femmes volontaires ont une personne qu'elles suivent dans leur démarche, dans leur retour à l'emploi et dans les démarches aussi pour leur enfant, pour toute... Il y a combien de femmes qui ont été aidées jusqu'à... Alors aujourd'hui, ils ont quand même aidé une trentaine de femmes et autant d'enfants à travers la France, dans les 4 sites. Avec de bons résultats avec de bons résultats, avec de la réinsertion efficace, sociale et professionnelle. Génial. C'est un Autre bon projet. Initiative dont va nous parler Brigitte, destinée aux mamans qui ont un enfant, là. Voilà, aux mamans solo. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même une famille sur 5 monoparentale, ce qui est énorme. Donc, élever un enfant toute seule, ou même plusieurs enfants, c'est hyper difficile, surtout quand on a un seul salaire. Pour trouver un appartement qui soit un peu sympa, c'est pas très facile. Alors, il y a une solution, bien sûr, c'est la colocation. Et il y a 2 petites jeunes femmes qui sont 2 copines d'enfance, qui s'appellent Jessica Lévy. Et en plus, vous allez voir, elles sont ravissantes. Et Leslie Morad, ça faisait 10 ans qu'elles se disaient il faudrait qu'on trouve une solution pour aider pour être fiers de nous. Et en 2014, elles ont eu l'idée de créer Cotoiturage, c'est-à-dire un site, et c'est le premier et le seul en France, qui met en relation des familles monoparentales pour leur permettre de trouver des colocations. Si je peux me permettre, ça me fait penser qu'il existe aussi des sites de voyage comme ça. Avec,
des femmes avec des enfants, enfin des familles monoparentales, qui proposent tiens, moi je vais à tel endroit, qui pourrait partager les frais avec moi. Super idée aussi. Ouais. On choisit. Les enfants sont pas seuls aussi. C'est ça, c'est important. Vrai que seule, moi toute seule, je ferai pas la démarche de partir toute seule. Si je pars en vacances, c'est avec ma famille. Chaque année, on part au ski l'hiver, mais seule avec mon enfant, non. J'aimerais, si je dois partir, j'aimerais partager ça avec une amie, étant célibataire, une amie qui a un enfant aussi avec qui on. Donc ça peut vous intéresser. Alors, et habiter avec une maman solo, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve que l'idée est très bien. Moi, j'ai une de mes amies proches qui s'est retrouvée enceinte d'un deuxième enfant. Le conjoint n'en voulait pas. Et elle a continué dans cette voie. Ils sont toujours ensemble. Ça a été très tumultueux. Et à un moment donné, elle m'a dit, je vais le quitter. Mais j'ai peur. Comment tu fais, Émilie? J'ai peur de me retrouver seule. Je n'y arriverai pas. Et moi, je lui ai dit, écoute, peut-être que tu devrais voir s'il n'y a pas la possibilité de faire de la colocation avec quelqu'un d'autre. Il y a déjà des enfants. Mais vous, non, ça vous brancherait pas? Moi, non, pas du tout, parce que j'ai toujours... je suis partie de chez ma maman, j'avais 19 ans. J'ai toujours vécu seule, j'ai toujours eu mon appartement. J'ai jamais vécu de colocation. Donc, je sais pas ce que c'est. Je suis bien comme je suis dans mon petit cocon. Alors, Brigitte, ça c'est parti du parcours de l'une des deux jeunes femmes dont vous de avez parlé. Jessica, elle était fille unique d'une maman solo. Et donc, quand elle était petite, sa maman, elle se dit que c'est sa maman qui a eu l'idée de cotoiturage, sans le savoir. Parce que quand elle était petite, sa maman louait sa maison, qui était, devine où, Sophie? À Bordeaux. Non, à Anglet, c'est pas loin. Dans le banlieue de Bordeaux. Au bord de la mer. Et donc, elle avait une grande maison. Et l'été, elle louait cette maison aux estivants. Et pour habiter quand même quelque part, elle louait une autre petite maison avec une de ses amies qui avait une petite fille. Et Jessica a le souvenir de vacances merveilleuses parce qu'elle pouvait jouer à la grande sœur avec la petite fille. Et puis les deux mamans, elles pouvaient sortir. Il y en a une qui sortait, l'autre qui gardait les enfants, etc. Donc elle a des souvenirs de vacances merveilleuses. Et d'ailleurs, quand elle a dit à sa maman, on a eu l'idée de créer cotoiturage, qu'est-ce que t'en penses? Sa mère a dit, si ça avait existé à l'époque, j'aurais été la première à m'inscrire sur ce site. Et voilà. C'est dommage que ça existe que pour les mamans solo, d'ailleurs. Pas que pour les mamans solo. Ah bon? On peut être aussi des papas solo et on peut aussi être des veuves. Comment? Des solos tout court. Des solos tout court. Et des divorcés. Enfin, tout le monde peut s'inscrire. Mais alors concrètement, comment ça marche? Comment je fais moi? Moi, on dit que je suis solo avec mes enfants. T'inscris sur le site. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur ce site, tu as tout un tas de questionnaires. Tu remplis le questionnaire. Alors, c'est très précis. Il y a des tas de critères. Alors, on dit combien on a d'enfants, bien sûr. On dit ce qu'on aime. Si on se lève tôt, si on se lève tard. Est-ce qu'on fume, par exemple, si on fume. Si on aime les chiens. Voilà. Est-ce qu'il y a des appartements mixtes, par exemple, avec des mamans solo et des papas solo? Je crois que oui. Ça peut arriver. Ça pourrait peut-être, d'ailleurs, former des couples. Moi, j'ai aussi des lieux de rencontre. Par rapport à ça, j'aimerais savoir, donc, il y a des critères, d'accord? Oui. Mais si demain, parce que dans l'absolu, ils sont célibataires, tout le monde est célibataire. Papa, maman... Normalement, ils sont seuls. Oui, Si demain, ils rencontrent quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce que la personne qu'il rencontre, si ça fait un certain temps qu'ils se fréquentent, est-ce que la personne peut venir passer quelques nuits dans le même lit? Ça pose pas de problème, puisqu'ils n'occupent pas de place. Alors là, elle me pose une colle. Eh bien, on va se renseigner. Moi, je dirais oui, mais bon. Après, je pense que ça doit dépendre aussi des colocataires. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas comme chez les bonnes sœurs. Je pense pas qu'on soit obligé de rentrer tout seul. Non, mais parce que ça peut pouvoir déranger. Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est envie. Est-ce qu'on loue pour une période précise? Ce sont des loups d'un an? Comment ça se passe? Il n'y a pas de période précise, non, on lit tant qu'on s'entend bien. Et la maison, elle peut être à moi si je suis solo avec mes enfants et je peux t'accueillir toi avec ta fille. Voilà, exactement. Ça peut être l'autre situation où toi, tu as une maison, moi je cherche, et voilà. Exactement, tout ça fonctionne. Mais ça permet de... Voilà. Et ça a du succès? Ça a du succès, mais alors, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où les personnes se sont inscrites et qu'elles ont trouvé leur bonheur, eh bien, elles ne répondent plus aux mails qui sont envoyés par
Elles font leur vie, d'accord, de leur côté, elles s'organisent. Elles ont quelques retours, mais pas énormément. Ça les frustre d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 4000 inscrits déjà, en peu de temps. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'avant, c'était surtout dans les grandes villes que ça intéressait les gens. Les propositions ne venaient que de personnes qui habitaient dans les grandes villes. Et maintenant, de plus en plus, il y a des personnes dans des coins isolés qui proposent des maisons. Mais alors, Jessica m'a dit, il y a des maisons incroyables avec des magnifiques maisons avec des grands terrains, des poules, des chèvres, enfin des trucs qui vont plaire aux enfants. Il y en a de plus en plus. Voilà. Et donc si on veut proposer dans son appartement ou dans sa maison, on s'inscrit aussi sur le site. Il y en a plein qui font ça. Et ce dont rêvent Jessica et Leslie, c'est que le mot covoiturage devienne un mot courant, pourquoi pas dans le dico, comme covoiturage. Voilà, c'est leur rêve. Voilà. Il existe aussi des campings pour les familles monoparentales. Ah bon ? Ouais. Des campings réservés. Vous allez on mettra tout ça sur le site de Mille et une vies. En tout cas, nous mettons... On met tout sur le site de Mille et une vies. Voilà, sur le site de Mille et une vies. Merci à toutes d'être venues partager vos parcours de vie. On en gardera beaucoup. Certainement, vous aurez renseigné à travers vos expériences de nombreuses téléspectatrices. Merci à Pascal de son éclairage. Et merci à nos dénicheurs. Merci à vous de votre fidélité. Et bon après-midi sur France 2. Stéphane Bern dans un instant. Merci. Les invités que nous recevrons lundi ont choisi de profiter de leur retraite pour réaliser leurs rêves d'enfance. Quand on a envie d'un rêve, il suffit d'y aller à fond. Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a absolument pas d'âge. Élevée dans une famille nombreuse, Martine joue souvent le rôle du pitre pour exister. C'est à 13 ans qu'elle a une révélation. Dans une colonie de religieuses, je jouais Monseigneur Cochon au procès de Jeanne d'Arc. Bon. Et la monitrice se retourne vers l'autre monitrice et elle dit « Mais Martine, elle a un truc. » Et ça m'est resté, ça fait 50 ans qu'on m'a dit ça. À 8 ans, Jean découvre l'Afrique à travers les livres. Toute sa vie, il caressera l'espoir de gravir la montagne de ses rêves, le Kilimandjaro. En 2015, il y a quelqu'un qui me parle de Kilimandjaro, de son envie de le faire. Là, je me suis dit, le Kilimandjaro, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Passionnée de moto, Agnès va longtemps s'interdire de chevaucher un 2 roues. Mais une rencontre va bouleverser sa vie. On est 5 retraités, que des femmes et un homme. Et puis lui, il me dit qu'il est motard. Il me dit, si tu veux, demain, je t'emmène en Amboise. Et le lendemain, il ouvre la partie. Je disais, mon Dieu, mais je suis derrière une moto, mais c'est merveilleux. C'est un kiff avec des F et des F et des F.